l'objectif de ce matin, c'est d'avoir une discussion de fond. Tout a été préparé, organisé, mais aussi un échange assez libre. Donc, bien évidemment, il y a les intervenants qui sont face à vous, mais vous, dans le public, faites aussi partie finalement des intervenants. On est dans un format resserré volontairement. Il y a quelques personnes qui nous suivent également à distance. Et j'en profite d'ailleurs pour dire vraiment, quand on a des prises de parole, il faut il y ait la personne qui parle, mais que le reste de la salle soit le plus silencieux possible, parce que je crois que sinon c'est un peu compliqué à entendre de l'autre côté. Voilà, on va parler aussi de nouvelles technologies et d'IA, mais sur les visios, c'est parfois encore un peu compliqué. Voilà, je vous laisse la parole et puis bonne discussion. Comme on l'a prévu, donc Claire, on va vous laisser nous présenter vos travaux et ensuite on les soumet à la discussion si vous êtes d'accord. Et encore merci. Merci. Bon, merci à vous de cette invitation. Merci à vous tous d'être présents ce matin. Pascal l'a rappelé, moi j'ai un parcours qui est marqué par à la fois des fonctions un peu officielles, type délégué interministériel, ou aujourd'hui à la haute autorité, même si il s'agit d'une autorité indépendante. Voilà, mais tout ça est marqué, et je pense que c'est toujours important de savoir d'où les gens parlent très précisément. C'est marqué par une expérience importante dans le monde associatif, dans les organisations non gouvernementales, et pas n'importe où, si je puis dire, puisque évidemment la question du sida a été majeure dans mon parcours professionnel et personnel d'une certaine façon, et a marqué ma vision et la façon dont aujourd'hui je regarde toujours le système de santé, son organisation, à partir des attentes des patients et de la façon dont le système y répond ou n'y répond pas. Voilà. Et puis, je le dis parce que c'est aussi un critère important dans une vie. Je suis la mère d'un enfant gravement malade, donc voilà, les questions autour de la santé sont évidemment souvent vécues et regardées à ce prisme-là aussi. Et je crois que c'est toujours important de le préciser. Voilà, donc aujourd'hui, je suis membre du Collège de la Haute Autorité de Santé. Vous le savez, là, vous êtes tous des spécialistes du système de santé. La Haute Autorité, c'est la seule autorité indépendante publique dans le domaine de la santé, qui existe toujours. Il y a eu quelques amendements là, ces dernières semaines sur la suppression de la Haute Autorité. Pour l'instant, nous tenons la barre. Voilà, avec une activité qui est une activité d'éclairage scientifique sur l'ensemble des questions qui relèvent de nos missions, rapidement, à la fois la question du médicament et en particulier de l'accès précoce à l'innovation, des dispositifs médicaux, de la certification des établissements de santé, désormais de l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux, avec la question centrale des EHPAD en particulier, et puis aussi une activité qui parfois est moins connue, même si elle est extrêmement importante en activité et en quantité dans la haute autorité, c'est tout ce qui concerne la production de connaissances, et en particulier les recommandations de bonnes pratiques cliniques, dont j'ai la responsabilité au sein de la haute autorité, avec les parcours, la pertinence et les indicateurs. Voilà. Et quand je suis arrivée à la haute autorité en 2023, même si évidemment je connaissais l'institution pour y avoir collaboré à certains moments dans différentes fonctions, la chose qui m'a le plus surprise, prenant mes responsabilités sur mes fonctions sur la question des recommandations, c'est de voir la pauvreté en France de guidelines, de recommandations de bonnes pratiques dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a rien fait pendant toutes ces années, loin de là, parce que la haute autorité a mis en place un certain nombre de choses, mais que quand même, ce qui doit guider
les pratiques des professionnels et leur donner un certain nombre de caps sur ce que sont les bonnes pratiques dans un champ professionnel, dans un champ, dans une pathologie, dans un trouble quel qu'il soit, eh bien, tout cela était maigre, était assez faible, et surtout sans une très forte priorisation de ces sujets. Voilà. Donc, on s'est mis au travail. Pour essayer de construire un programme pluriannuel 2025-2030. Il y a eu un changement sémantique, et pour ceux qui connaissent bien le sujet, vous verrez la subtilité de ce changement. On est passé d'instance de psychiatrie de santé mentale à une instance de santé mentale et psychiatrie. Alors, ça a fait beaucoup, je vois un des psychiatres présents dans la salle qui hoche la tête. Il nous dira pourquoi, mais voilà, c'était... et on a été beaucoup contesté pour ce changement sémantique. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, la question que se posent certains, c'est est-ce qu'il vaut mieux parler de santé mentale ou de psychiatrie de santé mentale. Voilà, je vous laisse juge du niveau de discussion sur lequel on peut être, alors que les enjeux sont majeurs, à la fois en termes de fardeau pour les familles et pour les malades, en termes de nombre et d'incidence et de prévalence de ces troubles, en termes de coûts économiques pour l'ensemble de la société, et je ne parle pas simplement de l'assurance maladie et du budget de la sécurité sociale, mais globalement du coût de ces pathologies dans la société française. Je ne vais pas vous assassiner des chiffres, c'est pas le lieu, on les connaît, on sait ce que ça représente aujourd'hui. Et donc voilà. Et l'une des questions qui s'est posée à l'ensemble des parties prenantes qui ont été et des experts qui ont été réunis pour travailler sur ces questions-là, c'était grosso modo s'il faut travailler sur quelque chose, si la haute autorité doit se mettre en ordre de marche pour améliorer la prise en charge et la vie des personnes qui vivent avec ces troubles, quels sont les sujets d'importance aujourd'hui? Et les deux premiers sujets qui sont apparus, alors quand je dis ça, j'ai toujours l'impression de raconter des choses totalement communes et évidentes, mais ça ne l'était pas. Ça a été la question de la schizophrénie et des troubles bipolaires, et en particulier des psychoses émergentes, avec la question des adolescents confrontés à ces troubles émergents, sans qu'on sache très bien ce qu'il en sera définitivement, et de la nécessité de repérer, de diagnostiquer et d'apporter des éléments d'accompagnement et de prise en charge qui soient les plus pertinents possibles. Voilà, donc on en était là à ne pas disposer dans notre pays d'un cadrage pour les professionnels et in fine, bien évidemment, pour les usagers confrontés et leurs familles, confrontés à ces questions-là, à revenir sur des éléments essentiels que sont la place que représente, par exemple, la question de la schizophrénie dans l'ensemble des troubles que connaissent notre population en matière de santé mentale et de psychiatrie. Donc, en fait, on a déterminé des priorités. Alors, elles sont évidemment assez logiques pour vous qui êtes des professionnels de ces questions-là. Et l'idée aussi, c'était que comme la haute autorité est une instance qui traite, je le disais tout à l'heure, à la fois des questions de certification des établissements, des questions relatives au handicap psychique, des questions relatives à l'accès précoce et plus généralement avec la commission de la transparence aux médicaments, aux dispositifs médicaux, à tout ce qui va se passer ou qui est déjà en train de se passer, notamment sur le numérique en santé. L'idée, c'était de mettre en mouvement l'ensemble de ces activités de la haute autorité sur la thématique de la psychiatrie et de la santé mentale, et de ne pas traiter cette question-là majeure uniquement sous un angle ou sous un autre, mais bien de mobiliser l'ensemble de l'appareil de cette autorité indépendante autour de ces questions de la santé mentale et de la psychiatrie.
C'est le cas aussi sur la certification. Si j'ai le temps, je serais peut-être amenée à y revenir, parce que les résultats de la certification en matière de santé mentale dans les établissements psychiatriques est moins bonne que les autres établissements, le MCO. Voilà. Et donc on a établi un certain nombre de priorités. Tout ça dans une construction partagée entre professionnels, experts, fédérations professionnelles, mouvements associatifs, institutions bien évidemment, DGS, DGOS, CNAM, pour aboutir à un programme de travail, Pascal le disait tout à l'heure, 2025-2030, qui comporte 9 priorités. Donc je l'ai dit, la première, c'est sur les troubles schizophréniques et les troubles bipolaires. La seconde, et vous ne serez pas étonnés, il y a encore eu une dépêche hier sur l'augmentation des troubles chez les adolescents, c'est la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Un troisième thème qui est bien évidemment autour des droits des patients, comment on renforce la question et la place des patients et le respect de leurs droits. Et notamment, on développe les questions autour du rétablissement, les questions autour de la pérédance dans ce secteur-là. Et on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire et qu'il est important que la haute autorité donne un peu le là sur ces questions-là. On a un thème sur l'accompagnement des familles, là aussi au regard du fardeau que connaissent les familles dans l'accompagnement et la vie avec une personne confrontée à ces troubles et ces maladies. Et puis, au-delà d'un public spécialisé sur la question des enfants, il nous a semblé qu'un sujet n'était pour l'instant très peu pris en compte en tous les cas, et que l'outillage, si vous me permettez d'utiliser cette image, n'était pas au rendez-vous et n'était pas donné aux professionnels. C'est tout ce qui concerne la psychiatrie, la santé mentale de la personne âgée, où là on voit bien que entre géronto, neuro et psychiatrie, il y a un travail important à mener. Dans les autres sujets, dans les autres publics prioritaires, ça c'est une discussion que je veux bien avoir avec vous parce qu'il y a des avis extrêmement divergents sur ces aspects-là. Est-ce qu'il faut travailler à nouveau sur la psychiatrie des personnes détenues et en particulier la question du risque suicidaire? On a une demande très forte des pouvoirs publics et une demande et un refus des professionnels en disant la question ne se pose pas de cette façon-là, elle se pose en termes de moyens. Moi, j'ai un peu des doutes par rapport à tout ça, mais en tous les cas, c'est ce que nous renvoient aujourd'hui les professionnels. Et puis, un sujet là aussi à la fois thématique qui concerne des publics particuliers, c'est tout ce qu'on peut appeler les pathologies duelles et la question des pathologies psychiatriques et des addictions. Là aussi, on ne dispose pas d'éléments de bonne pratique sur cette question-là. Et puis, un sujet que vous avez dû aborder avec mon successeur à la délégation interministérielle, Dr Étienne Pau, c'est la question des troubles du neurodéveloppement. On a sorti l'année dernière une recommandation sur le TDAH. Il n'y en avait pas dans notre pays. Enfant, la recommandation sur le TDAH adulte est en préparation, là, est en cours. L'actualisation sur les troubles du spectre de l'autisme sont en consultation publique, puisqu'on a ouvert une consultation publique. Ils seront finalisés au dernier semestre de cette année. On va de nouveau donc redire des choses importantes sur la question de l'accompagnement et de la prise en charge de l'autisme. Et vous imaginez bien que ça risque de bouger un peu sur ces aspects-là. Et puis, on a aussi tous les troubles sévères du langage avec des recommandations qui sont en préparation. Tout ça, elle ressemble un peu à une liste à l'après-vert. L'importance, je crois, est de se dire qu'on va enfin, je l'espère, et dans un délai pas trop long, même si la question des moyens est bien évidemment une question importante pour qu'on puisse faire tout ce travail. Vous le savez, élaborer une recommandation, faire les revues de littérature internationale, mettre en place tous les processus itératifs qui sont garantes de la qualité de ces recommandations en particulier, prennent du temps et donc des ressources humaines. Voilà, donc on a ce souci-là aujourd'hui avec les coupes sombres dans un certain nombre de budgets.
Et puis l'autre sujet sur lequel il est aujourd'hui extrêmement important de travailler, c'est la question de la certification des établissements de santé mentale. Je le disais tout à l'heure, je vais juste prendre mes notes parce que je ne voudrais pas donner des chiffres faux. Un établissement, les résultats de la certification donc sont bien plus insatisfaisants que les résultats des autres établissements de santé dans notre pays. Et quel que soit son statut, c'est-à-dire qu'on soit sur un ESPIC, qu'on soit sur un établissement public, dès lors qu'on fait la certification, on met en place les processus de certification d'un établissement qui dispose d'une activité en psychiatrie, dès lors, les résultats de la certification sont moins bons. Et quand on regarde ceux qui connaissent un petit peu la mécanique de la certification, vous savez qu'on a ce qu'on appelle les fiches anomalies. Dès lors que les établissements sont en processus de certification, là encore, ce sont les établissements de psychiatrie qui génèrent le plus de fiches anomalies que les autres établissements de santé. Et ça revient à votre question, Pascal, sur la question des moyens. Évidemment que la question des moyens est importante et qu'elle joue, mais il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'aujourd'hui, les établissements qui sont autorisés en psychiatrie ne sont pas certifiés ou sont certifiés sous conditions. Ces éléments ne relèvent pas tous d'une question des moyens, puisqu'on voit que les principales raisons qui concernent la faiblesse de la certification dans ces établissements, c'est les conditions d'hébergement dégradées, c'est les conditions relatives au non-respect des personnes, au non-respect de leur intimité et de leur dignité, c'est bien évidemment toutes les pratiques en matière d'isolement et de contention avec la diversité que vous connaissez. Là, il y a eu une étude il n'y a pas très très longtemps de l'IRDES qui montre très clairement que les décisions d'isolement et de contention sont pas liées ni au statut, ni à la structure juridique, ni à la taille, ni au positionnement, ni au nombre de personnel, mais bien à des pratiques professionnelles. Et puis, pour le dire de manière plus globale, ce qu'on note aussi, c'est le fait que la non-appropriation de ce qu'on pourrait appeler une politique qualité, et en particulier de tout ce qui est indicateur qualité et sécurité des soins, qui sont peu mis en place aujourd'hui encore, même si ça évolue et que ça évolue favorablement, il y a un gap important à mettre en place. Et ces éléments-là, qui peuvent paraître un peu technocratiques, qui rejoignent totalement ce que disent aujourd'hui un certain nombre de professionnels et ce que disent évidemment les associations de patients, c'est la diversité des pratiques, les inégalités des pratiques, l'hétérogénéité des pratiques en matière de psychiatrie, et donc qui sont source, bien évidemment, parfois de problèmes de sécurité des soins, mais plus globalement d'une moindre qualité ou d'une non-qualité dans un certain nombre de circonstances. Alors, je vais pas, on n'est pas au pays des bisounours, donc la question des moyens, et c'était une de vos accroches, elle est bien évidemment déterminante dans la réalisation d'une politique de qualité de sécurité des soins, mais j'attire votre attention sur le fait que on ne peut pas réduire ou on ne peut pas répondre aux difficultés de la psychiatrie aujourd'hui et à l'attractivité de la profession, des professions dans le secteur de la psychiatrie uniquement avec la question des moyens, parce que on voit bien, et on l'a vu dans les différents rapports qui sont sortis, je pense au rapport parlementaire sur la question des urgences, je pense à tous les rapports qui ont été faits par l'IGAS sur ces questions-là, au constat qu'on a pu nous établir à la HAS, notamment avec les résultats de certification. Ne pas faire d'identification précise de traçabilité de la prescription des médicaments, ne pas mettre en place des pratiques respectueuses des gens, ne pas travailler avec les associations dans les hôpitaux, ne pas utiliser les dispositifs de réhabilitation. Voilà, enfin, la liste elle est longue. Tout ça relève d'une révolution
nécessaire et à venir et souhaité, je pense, par un certain nombre de professionnels aujourd'hui dans ce champ de la maladie mentale et de la psychiatrie. Génial. Je vais donner... Alors, merci beaucoup, parce que c'est exactement comme cela que l'on pensait amorcer notre conversation. Je voulais dire que je vais donner la parole peut-être pour une reprise à Gaëtan et à Patrice, et ensuite à nos discutants, disons. L'idée que l'on a eue de nous intéresser à la psychiatrie, c'était assez naturel. Il y a eu un ou deux sujets qui pouvaient peut-être être en discussion pour savoir comment illustrer ce que nous voulions faire, c'est-à-dire parler de moyens au sens large. C'est pas uniquement, évidemment, des moyens comptables uniquement, mais c'est tout ce que vous dites, c'est-à-dire les bonnes organisations, les bonnes structures, les bonnes filières de prise en charge, enfin, etc. Voilà, c'était un peu comme ça que l'on abordait les questions de moyens. Mais enfin, la psychiatrie nous est apparue évidemment comme un sujet, comme je le disais en introduction, que l'on pouvait aborder à la fois de manière théorique, parce qu'on voyait bien que le diagnostic était quand même assez mauvais, enfin, c'est vous qui le dites, et que ensuite, à partir de là, il fallait regarder, et on s'est appuyé sur votre rapport pour voir quelles étaient les propositions concrètes. Alors, quand vous dites révolution à venir et souhaitée, bon, à votre place, c'est fort. Moi, j'aurais dit simplement, pour ne pas vous agresser, j'aurais dit, on voit bien qu'il est nécessaire d'envisager une évolution des cadres. Vous voyez, j'étais un peu moins révolutionnaire que vous. Mais cela étant... La révolution en médecine, c'est pas simplement... Oui, bien sûr, c'est scientifique. Alors, les couples sombres, ça c'est également vous qui l'avez dit. Donc, en tout cas, effectivement, on peut au moins parler de situations contraintes, et puis effectivement de bien comprendre que il y avait des problèmes ou des questions spécifiques. Mais ça, je veux pas trop y aller. Moi, je vais laisser les psychiatres le faire, qui vont discuter avec vous. Il y a une chose sur laquelle nous avions été très sollicités. Je passe d'ailleurs la parole d'abord à... Tu as une minute avant ta réunion, oui. À Patrice, parce que les questions de la psychiatrie, on les avait suivies avec lui, notamment quand il était président de la conférence des doyens. Il y a eu quand même une crise sanitaire absolument considérable, et qui nous avait beaucoup marqué, et on a bien compris, je crois d'ailleurs que Patrice l'avait compris en plein dans la crise, peut-être que moi je l'ai compris un peu plus tard, mais que c'était vraiment quelque chose de vraiment très, très, très important sur le plan de la perception que les populations auront et des conséquences de long terme, de moyen et de long terme de la crise sanitaire, notamment dans les éléments, dans le comportement psychiatrique, enfin de santé mentale, notamment des jeunes, auxquels les enseignants ont été quand même confrontés, même si tout n'est pas lié à ça, mais enfin il y a eu quand même des difficultés d'enseignement, de suicide d'étudiants, enfin, etc., etc. Bon, tout ça nous avait beaucoup sollicité. Voilà. Je voulais dire ça. Merci pour la forme de la présentation. Peut-être Patrice, une reprise, Gaëtan, et après on discute avec les discutants. Merci Pascal. Merci Madame pour votre intervention très intéressante qui m'a beaucoup éclairé sur un certain nombre de choses. Le point de sémantique par lequel vous avez commencé, j'espère qu'il n'est pas conflictuel, parce qu'il est essentiel à mon avis. Je pense que c'est effectivement santé mentale et psychiatrie dont il faut parler. De même qu'il faut arrêter de parler dans notre pays de système de soins, mais faire une véritable mutation vers un système de santé. C'est pas moi qui le dis, c'est Franck Chauvin qui le dit, qui l'écrit, ancien président du Haut Conseil de santé publique. Mais c'est fondamental, parce que toute l'activité intense en ce moment au Parlement sur les évolutions repose sur une représentation complètement surannée de notre système de santé au travers d'une vision d'un système de soins, ce qui explique qu'on ne réfléchit au Parlement qu'au travers du nombre, c'est la question des moyens, du nombre des professionnels de santé, et en réalité que du nombre de médecins, et même que du nombre de médecins généralistes. Alors qu'on sait très bien qu'il faut avoir une vision beaucoup plus large et d'ailleurs complètement pluriprofessionnelle pour avoir une représentation intégrée d'un système de santé. Donc, merci beaucoup pour avoir expliqué l'importance de ça. Alors, la psychiatrie, moi je ne suis pas psychiatre, mais j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, pas tant en tant que président de la conférence des doyens d'ailleurs, mais en tant qu'à une époque président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé.
Et je m'étais aperçu que nous manquions quand même beaucoup de psychiatres en France. Je dis souvent que le problème des médecins spécialistes, c'est plus tellement un problème de nombre, parce qu'il a augmenté, mais un problème de répartition. Ça, c'est pas vrai pour la psychiatrie. Pour la psychiatrie, on a un vrai problème de nombre. Et en fait, la question, et finalement, mon propos va s'achever par une question et pas par des éléments de réponse. Ma question, c'est pourquoi avons-nous un tel problème de nombre de psychiatres? Probablement parce qu'il y a des décisions politiques qui ne sont pas pertinentes pour les ouvertures de postes, etc. Mais il n'y a pas que ça. Parce que pour avoir été président de l'ONDPS, je sais qu'un certain nombre de postes offerts à la psychiatrie, à l'internat, ne sont pas pris. Donc, il y a aussi un problème probablement de représentation dans la société et chez les plus jeunes, et en particulier chez les jeunes futurs médecins, de ce qu'est l'exercice de la psychiatrie. Donc, je pense que ça, c'est un élément aussi important quand on parle de moyens, que de réfléchir à l'image que renvoie une spécialité pourtant particulièrement intéressante et absolument cruciale dans notre système de santé. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse ma question. Alors, moi, juste, je veux dire une chose. Hein. Je pense que ces métiers dans le secteur de la psychiatrie et de la santé mentale sont sans doute, et je le dis pas du tout par démagogie, sont sans doute les métiers les plus compliqués. Hein. Voilà, il suffit d'avoir passé un temps dans un des services hospitaliers de psychiatrie. Moi, je l'ai fait il y a pas très longtemps pour avoir suivi une visite de certification parce que je voulais voir de près comment les visites de certification se passaient, et j'avais choisi de le faire dans un établissement psychiatrique d'un hôpital public départemental. Et donc, j'y suis restée une semaine. Voilà, c'est extrêmement difficile. Voilà, donc la question de la complexité, de la difficulté, elle est centrale. Mais autour de cette question centrale de ce à quoi nous déléguons, nous, la société, à des professionnels, la gestion de cette grande complexité, de cette grande souffrance, de choses qui sont vraiment assez difficiles. Il y a aussi comment on exerce cette profession aujourd'hui. Voilà, je pense que là, il faut parler de la question de la territorialisation, du secteur, des filières, de l'offre de soins en général, des besoins qu'on a aujourd'hui qui ne sont pas ceux des années 50 ou des années 60 ou des années 70. Et de ce que souhaitent les professionnels. Voilà, moi j'ai l'impression, en tous les cas, quand je vois un certain nombre de professionnels du secteur de la psychiatrie, que leurs conditions de fonctionnement à l'intérieur de l'hôpital leur posent un certain nombre de questions et n'amènent pas toutes les satisfactions qu'ils pouvaient attendre en choisissant cette voie-là, qui est une voie merveilleuse, mais en même temps très compliquée. Merci beaucoup, madame. En fait, c'est une question que je vais vous poser. C'est à la fois une reprise et une question, et ça tombe très bien parce que cette question, elle est posée également par Caroline Cordier, qui est journaliste à Hospi Média. Moi, j'ai été marqué dans la fin de votre propos par la question de la certification. Vous disiez avec réserve ou pas de certification. Donc, la question que je me pose, c'est en volume ce que ça représente. Soit en pourcentage, soit en nombre, et si vous avez au moins cet ordre de grandeur. Et la deuxième question, évidemment, qui m'obsède, c'est quel est le trend, comme on dit, c'est-à-dire est-ce que ça a tendance à s'améliorer cependant ou pas? Alors, je pourrais vous donner les chiffres. Je l'ai dit, dès lors qu'une certification est entamée, qu'un processus de certification est en cours dans un établissement autorisé en psychiatrie, les résultats sont moins bons que dans les autres secteurs de l'hospitalisation en France. Voilà. C'est un constat, et pour un certain nombre de raisons que j'évoquais tout à l'heure, qui sont le respect des droits, qui sont les pratiques en matière qui vont avec, sur le respect des droits d'isolement et de contention, sur la traçabilité des médicaments, sur la signalisation des médicaments dangereux, sur
sur la vétusté des locaux, hein, et donc les conditions parfois pas satisfaisantes, voire indignes d'hébergement d'un certain nombre de personnes. Voilà, donc tous ces éléments-là expliquent un certain nombre d'établissements ne soient pas aujourd'hui certifiés ou certifiés sous conditions. Vous me donnez 2 minutes, je vous donne les chiffres. Voilà, mais peut-être qu'on laisse le... Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci à Pascal et à Hortus et son équipe pour l'invitation à participer à cette table ronde. Je suis tout à fait d'accord avec le fait de comment dirais-je, de déclarer ses liens d'intérêt et de dire d'où on parle. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui manque en France, de déclarer ses liens d'intérêt. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Donc, pour résumer un peu mon parcours, j'ai fait mon internat de psychiatrie à Caen. Ensuite, j'ai fait mon clinica au Kremlin-Bicêtre, où j'ai fait aussi une thèse de sciences. J'ai travaillé dans le médico-social, puisque je travaillais en femmes, donc en foyer d'accueil médicalisé, et en masse, donc en maison d'accueil spécialisée, donc à Épouville avec la fondation John Bost. Et j'ai travaillé également dans pas mal de secteurs de la couronne parisienne. J'ai travaillé aussi à Saint-Étienne, où vous savez, c'est là où la défenseur des droits a fait son constat sur les problématiques de privation de liberté et de contention des personnes, notamment depuis les urgences. Et donc actuellement, donc j'ai un statut mixte PH à Paul Guiraud Clamart et en libéral. Et pour ce qui est aussi de la connexion avec la santé mentale, il faut savoir que les troubles de psychiatrie sont très prévalents dans la population, puisqu'on estime, tu me corriges, à peu près 30% la prévalence. Donc je pense qu'on est tous de près ou de loin concernés par la question de la psychiatrie. Je ne m'autoriserai pas à te corriger, Emmanuel, tu sais bien. Là, je veux dire, c'est un honneur, un privilège de partager cette table ronde aussi avec toi. Et ensuite, pour ce qui est des problématiques liées aux usagers, donc moi-même, j'ai un enfant qui est atteint d'une maladie génétique, donc j'ai eu à discuter avec les associations d'usagers, et ça fera partie peut-être d'une autre discussion. Je pense que là aussi, il y a un travail à faire sur le positionnement des associations d'usagers, leur interaction à la fois avec les soignants et avec l'industrie aussi, probablement, qui a des réflexions à avoir. Ensuite, comme vous le dites, donc la question épineuse de la définition, vous savez ce que disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Exactement. Et je pense qu'en psychiatrie, on est particulièrement là-dedans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde parle de psychiatrie, mais la psychiatrie est une discipline qui est quand même relativement jeune, puisqu'elle s'est autonomisée de la neurologie depuis les années 60, 70, et qu'aujourd'hui, on considère la psychiatrie comme une spécialité, entre guillemets, à part, ce qui pose là de grosses problématiques en termes de soins médicaux, puisqu'il y a même des volontés de démédicaliser la psychiatrie. Et je pense que c'est là la problématique de la définition entre psychiatrie et santé mentale, c'est le risque de la démédicalisation de cette spécialité qui est pourtant une spécialité médicale, et aussi une problématique de l'ensemble des acteurs qui sont amenés à prendre en charge les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, que ce soit à la fois au niveau médical, mais aussi au niveau donc des psychothérapeutes, qui est aussi là une question, et on l'a vu avec des politiques publiques de santé sur l'accès direct aux psychologues sans évaluation médicale préalable, ce qui, à mon avis, là aussi est une problématique majeure, parce que certes, il faut pouvoir accompagner les personnes, mais autant s'assurer avant qu'elles ne souffrent pas de pathologies curables non psychiatriques. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et ensuite, on parle des troubles neurodéveloppement. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, en psychiatrie, on est en train d'aller vers, comment dirais-je, une mutation des définitions, puisqu'on parle de spectre pour tout. On va parler de spectre de la schizophrénie, on va parler de spectre de la bipolarité, on parle de spectre de l'autisme. Et donc, en fait, on voit que les critères diagnostiques qui prévalent dans les autres spécialités médicales pour définir une pathologie, en psychiatrie, c'est quelque chose d'assez compliqué de définir qui est du ressort de la pathologie et qui n'est pas du ressort de la pathologie. Et on va dire que ce qui, en psychiatrie, va particulièrement faire rentrer les gens dans un processus pathologique, c'est surtout la désinsertion sociale, professionnelle, du champ des interactions. Donc c'est ça aujourd'hui la problématique. Et il faut savoir aussi qu'en termes de définition des diagnostics psychiatriques, on est passé par plusieurs étapes. En France, on avait beaucoup de caractérisation des pathologies psychiatriques. On avait ce qu'on appelle l'école de Nancy, où on parlait d'idiotie morale, etc. Et le DSM a voulu homogénéiser les définitions en psychiatrie pour, selon
sa volonté originelle, permettre un meilleur échange entre les spécialistes de cette discipline, notamment faire de la recherche, mais probablement avec une simplification à l'extrême de certains troubles au départ. Vous savez que la schizophrénie, dans les premières versions du DSM, c'était uniquement les symptomatologies qu'on appelle positives, donc entendre des voix ou avoir un délire. On s'est aperçu petit à petit qu'en fait, la schizophrénie, c'était probablement pas que entendre des voix ou avoir des délires. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que ce qu'on considère comme des clusters homogènes de population sont très divers, ce qui probablement aboutit à une absence de réponse spécialisée et, on va dire, ciblée pour les personnes atteintes de maladies psychiatriques. Il faut aussi savoir qu'en psychiatrie, on est l'une je pense, sauf erreur de ma part, l'une des seules spécialités médicales où on a ce qu'on appelle l'antipsychiatrie. Je ne connais pas l'antipneumologie, je ne connais pas l'antidiabétologie, je ne connais pas l'antineurologie. Et donc, on sait que ces mouvements-là de fond sont très prégnants. Et on en a discuté aux États-Unis, ils sont en train d'arriver en force. Mais en France, on est très fort pour l'antipsychiatrie. On connaît le philosophe Foucault qui a beaucoup participé sur l'antipsychiatrie. Et là aussi, la question de la santé mentale est majeure, puisque la définition, on va dire, l'approche dite de santé mentale peut être aussi une voie d'entrée à ces courants antipsychiatriques. Et notamment, on le voit en ce moment avec toute une lame de fond sur ce qu'on appelle la déprescription en psychiatrie, ce qui est dommageable en termes de santé publique. Aujourd'hui, la problématique, là, excusez-moi, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, avec des patients diabétiques qui prennent de l'insuline, qui sont stabilisés sous insuline, vous leur direz, attention, ne prenez pas d'insuline parce qu'il paraît que c'est dangereux. Il n'y a que en psychiatrie où on dit ça. Alors, qu'il y ait de la surprescription en psychiatrie. C'est pour ça qu'il faut qu'on condamne la mieux prescription en psychiatrie, tout à fait. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord sur la mieux prescription. On sait qu'il y a probablement des associations de psychotropes et d'antipsychotiques majeures. Et on sait aussi que, voilà, il y a probablement parfois une tendance à laisser des traitements qui n'ont pas vocation à être maintenus sur le long cours. Ouais, mais je finis parce que après, voilà. Mais néanmoins, parler de déprescription en psychiatrie, je trouve ça dangereux. Et il n'y a que en psychiatrie qu'on va. Alors maintenant, il y a les IPP aussi. On parle beaucoup de la déprescription des IPP, même si les études, il va falloir faire des études. De toute façon, il faut toujours se documenter. Salut Rachel, se documenter sur des études. Ensuite, il y a un autre point sur lequel il faut faire attention. Il faut savoir qu'en psychiatrie, les traitements aujourd'hui qui sont mis en place sont des traitements qui ont été, qui sont sur des logiques empiriques. C'est-à-dire que personne ne comprend la mécanistique qui permet de faire qu'un traitement est efficace. En fait, pour parler par exemple des antidépresseurs, c'était des tuberculeux. On sait que la chlorpromazine, quand elle a été inventée, ça a été fait par des neurochires et des anesthésistes. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on utilise des molécules dont on ne comprend pas la mécanistique, et ça, c'est une vraie problématique. Et on voit arriver, dans ce même élan-là, l'arrivée des psychédéliques, et je pense qu'il faut relire avec attention l'avènement des psychédéliques de type héroïne et cocaïne, qui étaient initialement des traitements psychiatriques et dont on a vu les ravages par la suite. Donc, avant de vouloir prescrire de la psilocybine, l'argamanu, et les amphétaminiques, l'argamanu dans le trouble de l'attention, je pense qu'il faut être vigilant. Et d'ailleurs, puisque vous êtes dans le collège de l'HAS, moi j'ai trouvé quand même très intéressant, sur la question du TDAH et le fait d'interroger sur l'accès aux traitements stimulants amphétaminiques dans le TDAH, d'interroger les usagers. Pour moi, c'était à peu près du même ordre que quand il y a eu le Covid et qu'on a demandé à la population, êtes-vous pour ou contre le vaccin ? Je pense qu'en plus, sur les amphétaminiques, alors qu'en France, on n'a pas accès aux traitements non psychostimulants, on n'a pas accès à la clonidine, on n'a pas accès à la guaifencine, on n'a pas accès au modiodal, et commencer à aller sur les amphétaminiques alors qu'on a des retours des études épidémiologiques aux États-Unis qui montrent un mésusage majeur lié aux amphétaminiques. Vous comparez le méthylphénidate à n'importe quel amphétaminique, c'est catastrophique aux États-Unis. Ils vont faire marche arrière là-dessus. Donc, je pense qu'il faut être très, très vigilant là-dessus. Voilà, et ensuite, oui, quand même sur la question, parler de la prison à un moment donné. La psychiatrie, elle a quand même ça de particulier qu'elle touche, alors avec la neurologie d'ailleurs, et probablement avec d'autres troubles, mais au discernement et à la responsabilité. Les premières lois qui ont été en 1838 sur la déresponsabilisation des personnes, c'est une vraie question sociale et sociétale. Et c'est là où souvent les psychiatres sont amenés à intervenir, notamment à la demande de l'autorité judiciaire. Et vous êtes juriste. Et donc, en fait, ça, c'est une vraie question. Et on l'a vu notamment sur des sujets d'actualité. On l'a vu, par exemple, sur l'affaire Nicole Knoll, où il y a eu un débat autour de est-ce que la personne qui l'a agressée avait son discernement altéré ou pas.
Et ça, c'est une vraie question sur l'altération et l'altération et le libre arbitre des gens au moment où ils commettent un délit. Et dernier point, sur la prison, il y a des études épidémiologiques qui sont très claires sur le fait que moins il y a de soins psychiatriques, plus il y a des personnes avec des troubles psychiatriques en prison. Donc si on veut libérer de la place en prison, et je crois que ça fait aussi partie des enjeux en ce moment, il faut effectivement permettre un meilleur accès aux soins en psychiatrie. C'est ça qui permettra probablement aussi de libérer les prisons des personnes qui, effectivement, a priori, sont plus pour des questions de santé mentale que pour des questions de délit. Et ce qui ne marche pas, puisque quand on enferme quelqu'un qui a un problème de santé psychique en prison, ça ne va faire qu'aggraver les symptômes, et d'un point de vue médical, c'est une catastrophe. Merci beaucoup. Emmanuel, moi je suis très content d'être avec vous. C'est ma première participation à l'UC2M, j'espère qu'il y en aura d'autres. Effectivement, je vais commencer par dire d'où je parle. Donc moi je suis Boris Chaumette, je suis psychiatre. J'ai fait toutes mes études de médecine et de mon internat à l'université de Rouen, donc je ne suis pas parisien d'origine. Je suis venu à Paris pour réaliser une thèse de sciences à l'université, à l'époque qui s'appelait Paris-Descartes, qui maintenant s'appelle Paris-Cité. Et j'ai fait de la recherche sur la génétique et l'épigénétique des troubles psychiatriques, en particulier schizophrénie, troubles bipolaires, la question des psychoses émergentes. Donc je vous remercie d'avoir porté cette question-là. J'ai fait 2 années de postdoctorat à l'université McGill. Je suis revenu ensuite prendre un poste d'abord de chef de clinique, puis maintenant de MCUPH à l'université Paris-Cité. Je suis chercheur à l'INSERM, à l'Institut Pasteur, et donc toujours attaché à l'université Paris-Cité, évidemment, qui est mon université de cœur et de recrutement, on va dire comme ça. J'ai pas de lien d'intérêt avec les laboratoires et j'ai pas d'enfants. Parce que j'ai compris qu'il y avait une épidémie d'enfants, donc je n'ai pas d'enfants. Je suis pas attaché à un syndicat ou à un parti politique, ce qui me permet d'avoir des positions parfois politiquement incorrectes, mais je vois que ça ne dérange pas non plus Emmanuel d'en avoir, donc voilà. Il y a un problème en psychiatrie, c'est qu'on est sur un effet ciseau. C'est-à-dire que c'est des maladies qui touchent des gens jeunes, qui sont des maladies chroniques, et donc on est parti pour des années et des années de soins, d'ALD. Les ALD, c'est 12 millions de personnes en France, une explosion du nombre d'ALD, et beaucoup d'ALD sont liés à des problèmes psychiatriques. Il y a un fardeau pour les employeurs, pour l'entourage, qui va être touché, pas contagieux à la psychiatrie, mais ça a un retentissement sur l'entourage. Donc on voit que c'est un gros problème de santé publique, et je suis très content que cette année soit l'année santé mentale. A priori, de ce que j'ai compris, il y aura peut-être des rendez-vous dans les années futures autour de cette question. C'est extrêmement important et c'est pour ça que c'est extrêmement important que vous ayez pu, à l'UC2M, organiser quelque chose autour de la psychiatrie. La psychiatrie, il y a une question de timing, puisqu'on sait qu'elle a augmenté en post-Covid. C'est les chiffres de Santé publique France, c'est évident. Il y a eu une vague épidémique psychiatrique, si on peut dire comme ça, qui continue encore aujourd'hui. Il y a également des nouveaux besoins, puisqu'on étend le champ... on pourra discuter si c'est à tort ou à raison de la psychiatrie vers la santé mentale. Et si on considère la santé mentale, on a tous une santé mentale. C'est-à-dire qu'on devrait tous avoir des rendez-vous avec peut-être un psychiatre, un psychologue, un check-up, j'en sais rien. Mais en tout cas, on nous demande des nouvelles choses, nous, psychiatres, à tort ou à raison. Ça, je ne prendrai pas position là-dessus. Et probablement des gens qui, effectivement, auraient besoin d'un check-up sans forcément avoir un trouble psychiatrique. Et je pense que la psychiatrie a quelque chose à dire autour de ça. Il y a une question d'intervention, de repérage précoce, c'est ce qu'on a vu dans les troubles du neurodéveloppement et que vous avez porté, Madame Compagnon. Il y a la même chose sur la question de la schizophrénie, du trouble bipolaire. Donc on nous demande d'intervenir plus tôt, de faire de la prévention, donc de trouver des nouveaux publics. Donc vous voyez que tout ça, ça fait que les besoins, ils augmentent. On a une technicité qui augmente. Aujourd'hui, il est impensable, quand quelqu'un démarre une schizophrénie ou un trouble bipolaire, de ne pas faire une IRM cérébrale, de ne pas faire une prise de sang. Et donc ça génère des nouveaux besoins. Tout ce que je vous dis, c'est que la contrainte qui nous est imposée dans la table ronde, elle est extrêmement importante, c'est comment faire mieux avec moins. La question des moyens, c'est pas mon débat. On sait qu'il y a des finances publiques qui sont ce qu'elles sont, mais on doit faire mieux et on doit faire plus. Et on doit faire avec beaucoup plus de ressources qui ne sont pas uniquement de la clinique, mais qui sont aussi des examens complémentaires. Il faut investir dans la prévention, ça a un coût. Est-ce qu'on est sûr que quand on investit dans la prévention, on a toujours un retour? Ça, c'est une question qui doit être débattue. On dit l'intervention précoce, on investit 1 euro, on en récupère 10. Est-ce que c'est vrai dans tous les publics? Est-ce que c'est des chiffres qui sont applicables à l'échelle française? On ne sait pas bien mesurer ça. Et c'est important aussi, si on veut cette discussion de plus ou moins de moyens et plus ou moins de services, il faut se poser la question de la prévention parce que ça peut effectivement permettre d'économiser un certain nombre de choses. Et en parallèle de cette première partie du ciseau, il y a la deuxième question, il y a la question des moyens, évidemment, mais il y a la question des ressources humaines, qui ne sont pas exactement les mêmes choses. Les assises de la santé mentale, il y a 2 ans maintenant,
ont permis qu'il y ait plus de postes créés dans les CMP. Et vous pouvez créer plus de postes, il n'y a pas de médecins. Vous ne les recruterez pas, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Monsieur le doyen nous disait tout à l'heure, il y a des postes qui sont non pourvus chaque année, par manque d'attractivité, probablement par manque de méconnaissance des collègues jeunes, qui ne comprennent pas bien la psychiatrie, qui se tiennent éloignés. Moi, ma position, c'est de penser que plus on médicalisera la psychiatrie, plus on la rapprochera des autres spécialités, plus on la rendra scientifique, plus on attirera les gens. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression quand même que le mouvement des jeunes, il est dans cette direction-là. On n'accepte pas aujourd'hui d'être sur des élucubrations, on veut du solide, on veut du scientifique. Et la psychiatrie, quand elle prend cette position-là, elle attire des jeunes. Je pense ça. Il y a une campagne du CNUP en ce moment, Commission nationale des universitaires de psychiatrie, qui fait une campagne d'attractivité. Choose Psychiatrie, c'est une importation d'autres pays. C'est pas juste des badges, mais il y a des événements qui sont organisés pour essayer de démystifier la psychiatrie auprès des étudiants. Je pense que c'est extrêmement important. Et donc vous êtes vraiment sur cette espèce de ciseau, plus de demandes, et de l'autre côté, pas assez de personnes qui s'y intéressent. Alors, comment on répond à cette question-là? Eh ben, on peut essayer d'attirer plus, c'est légitime, c'est important. On ne va pas diminuer le nombre les nouveaux besoins, parce que de toute façon, ils sont là. Et une autre question, c'est la question de l'innovation. Moi, je vois 3 leviers à cette innovation-là. Moi, je suis hôpital universitaire, donc j'ai les 3 valences, enseignement, recherche et médecine. Mais je m'intéresse aussi beaucoup à la question de l'organisation, et c'est un peu la question qui nous est posée ici. Le psychiatre, aujourd'hui, on lui demande des rôles qui sont incompatibles avec ce qu'on demanderait à une autre spécialité. Quand vous allez voir un cardiologue pour une hypertension, vous voyez votre cardiologue une fois par an, il vous dit ce qu'il faut faire, il vous dit voilà la prescription, et il laisse le généraliste reconduire la prescription et surveiller le traitement. En psychiatrie, on nous demande de voir les patients très régulièrement pour adapter la dose, pour vérifier que le traitement est pris, pour vérifier les effets secondaires. On se retrouve à être le médecin généraliste du patient en psychiatrie. Ça, ce ne sera plus possible aujourd'hui avec la démographie des psychiatres. Il faut que le psychiatre il assume un rôle de spécialiste pour des situations qui ne peuvent pas être gérées par le généraliste, mais qu'ensuite le généraliste prenne la main. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne pourra pas de toute façon assurer le suivi et gérer le rhume du patient, vérifier qu'il a fait son imagerie pulmonaire, etc. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, et avec la problématique de l'accès aux soins non psychiatriques pour les patients atteints de pathologie psychiatrique. Aujourd'hui, le psychiatre, tu as raison, Emmanuel, il se retrouve à gérer le trouble cardiaque de son patient, le syndrome métabolique, le cancer du poumon, parce que personne ne s'en occupe, et c'est le psychiatre qui assure ça. On ne pourra pas être le médecin généraliste des patients, c'est pas possible. La deuxième chose, c'est qu'il y a encore pas mal de fois, on considère que le psychiatre doit avoir un rôle de psychothérapeute, voir son patient toutes les semaines, voire des fois plusieurs fois par semaine, pour faire une psychothérapie. À mon sens, mais on peut en débattre, c'est le rôle du psychologue. Les psychologues, aujourd'hui, il y a le dispositif mon suivi psy qui se met en place, par exemple. Est-ce que c'est vraiment le rôle du psychiatre spécialiste médical qui a fait 10 ans d'études de voir le même patient toutes les semaines, alors qu'il y a d'autres patients qui attendent derrière de pouvoir être évalués pour savoir s'ils doivent prendre tel ou tel médicament? Disons, c'est pas 10 ans, c'est 12 13 ans, parce que c'est 5 ans dans la spécialité. Ah ben ça aggrave les choses. Vous avez raison, vous avez raison. À mon avis, la psychothérapie, c'est le champ des psychologues. Et les médecins, psychiatres, doivent être un chef d'orchestre sur ces questions de psychothérapie, mais laisser cette question-là, cette expertise-là, aux psychologues. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les psychiatres se forment. C'est-à-dire que les psychiatres, ce ne doit pas être eux qui doivent pratiquer la psychothérapie, parce qu'on ne peut pas, de toute façon, voir le même patient 10 fois par mois, quand à côté, il y a 50 patients qui attendent de pouvoir être évalués une fois par un psychiatre. Sur la question de l'organisation, il y a vraiment la question de la gradation des soins. Je pense que toutes les spécialités fonctionnent comme ça. Vous avez la première ligne qui est le généraliste, la deuxième ligne dont on peut discuter que ce soit par exemple le secteur, les CMP, et puis une troisième ligne de recours pour des situations complexes. Je vois hocher la tête, je pense que vous êtes d'accord avec cette question-là. Des patients très compliqués, résistants, qui posent des questions, etc. Mais il y a une chose importante à avoir en tête. C'est que si on grade les choses de manière comme ça, 1, 2, 3, vous avez compris les choses. Ça veut dire que quand vous démarrez un trouble psychiatrique, votre premier interlocuteur, c'est le généraliste, qui va peut-être vous référer au CMP, qui sera le niveau 2, pour avoir des soins. Mais si le CMP n'a pas l'expertise requise pour dire là, il y a une maladie organique sous-jacente qui n'est pas habituelle, qui laisse penser que ça peut être une maladie auto-immune, une expression psychiatrique d'un trouble génétique, une maladie neurologique qui démarre. À ce moment-là, vous devez attendre d'être entré dans la résistance pour avoir des soins super spécialisés. Donc il faut, à mon sens, dans une maladie chronique qui démarre, se donner le maximum de chances de détecter ce genre de choses qui sont des maladies organiques traitables. Et donc il faut une sorte de fast-track quand même d'évaluation des gens sur cette partie-là.
Un truc là-dessus. Je pense que complètement d'accord. Ça sera décompté de mon temps de parole. Bien sûr, complètement d'accord. C'est juste sur la question de, justement, tu disais du secteur et des CMP. Et je pense que on est aujourd'hui sur une politique d'organisation par secteur. Et je pense qu'en termes de prise en charge ambulatoire, alors moi je suis tout à fait d'accord avec la place du médecin généraliste, médecin traitant, qui doit être ultra importante, d'autant plus que énormément aussi de médecins généralistes aujourd'hui qui se forment à la psychothérapie. Donc là, c'est encore une autre question, mais il y a aussi, sur le premier recours, je pense qu'il y a cette question-là. Et le CMP permettait un accès sur l'ensemble du territoire en ambulatoire. Après, toi qui disais qu'effectivement, sur les premiers épisodes psychiatriques, on devait avoir accès à un plateau technique, je me pose la question, mais moi je ne me la pose pas, mais je la pose en tout cas, sur le fait de maintenir des établissements de soins de santé mentale en dehors des plateaux techniques, alors même qu'on bénéficie énormément de pouvoir dialoguer avec les collègues des autres spécialités sur les pathologies, qu'elles soient donc dans l'entrée dans la maladie ou dans les pathologies résistantes. J'ai pas de réponse précise à cette question-là. C'est des éléments du débat. Emmanuel, je me garderais bien d'avoir un avis sur tout, mais probablement il y a quelque chose à articuler entre le plateau technique hyper spécialisé, qui doit probablement être utilisable rapidement pour des gens qui rentrent dans la maladie, aussi pour des cas complexes. On parlait des troubles du neurodéveloppement que Madame Compagnon connaît parfaitement. Ce sont des patients qui, aujourd'hui, attendent beaucoup trop longtemps avant de voir un spécialiste. Et ils se retrouvent à être pris en charge par des médecins qui ne connaissent pas les troubles du neurodéveloppement. Les psychiatres, je suis désolé de le dire, ne connaissent pas les troubles du neurodéveloppement. Au cours de toute ma formation d'étudiant en médecine, j'ai eu 0 cours sur les troubles du neurodéveloppement. Maintenant, il y en a dans les études de médecine, je vous rassure, mais ma génération n'en avait pas. Et j'ai eu, je pense, 2 à 3 heures de cours quand j'étais interne sur la question des troubles du neurodéveloppement. Comment vous voulez prescrire un traitement, un traitement adapté à quelqu'un qui a un trouble du neurodéveloppement? Et plutôt que de dire des prescriptions, je suis d'accord avec toi, Emmanuel, c'est très dangereux la question de la déprescription, je parlerai plutôt moi de la juste prescription, donner le bon traitement au bon patient, au bon moment, à la bonne dose, et c'est pas forcément toujours ce qui est fait. Alors sur la question de l'organisation, et je vais faire je vais essayer de respecter le temps quand même, mais une petite incartade sur la question des IPA. Moi, je suis assez favorable à ce qu'il y ait des infirmiers de pratique avancée qui nous aident dans les prescriptions. Aujourd'hui, elles sont un peu cantonnées à des rôles un peu subalternes, je trouve, qui sont parfois des surveillances, et je me demande même si ces surveillances sont nécessaires. Je vous donne 2 exemples. La question de la clozapine. La clozapine est un traitement de pathologie résistante, qui est un traitement extrêmement efficace, qui réduit le taux de suicide, on le sait, c'est prouvé. Donc, plus on met de clozapine, moins il y a de patients avec schizophrénie ou troubles bipolaires qui vont se suicider. Donc c'est un très bon traitement, très efficace. On ne peut pas le mettre en première ligne. Pourquoi? Parce que c'est un traitement qui, dans de très rares cas, 0,5% des cas, il peut y avoir une réaction immunoallergique qui diminue les globules blancs. Et donc ça fait peur à tout le monde. C'est un risque rarissime de diminution des globules blancs et encore plus rare de décès. Et donc pour une molécule qui est extrêmement efficace et qui sauve des vies, on s'empêche de la prescrire parce qu'on a peur d'un effet secondaire rarissime potentiellement grave. Ça a été tellement un scandale qu'aux États-Unis, il y a une association qui s'est montée qui s'appelle les Hungry Moms, les mamans en colère, qui ont dit on tue nos enfants à cause d'un principe de précaution. Elles ont tellement bien milité qu'on a retiré la surveillance de ces globules blancs tous les mois aux États-Unis sur la clozapine. Pourquoi on ne s'autorise pas à faire ça? Pourquoi on reste bloqué avec le principe de précaution? Non, c'est pas fait, Emmanuel, c'est en cours, parce qu'il y a une task force clozapine qui est en cours, dans laquelle je participe avec Hélène Verdoux et Alexis Le Petit, et on milite sur ces questions-là. Il faut absolument diminuer. Et là, on peut faire mieux, mettre un bon traitement, en faisant moins de surveillance, parce qu'on sait que c'est pas si dangereux que ça. Deuxième exemple, le TDAH. Le TDAH, tu parles des amphétamines, peut-être qu'on aura un petit point de désaccord là-dessus. Les amphétamines sont très intéressantes, et aujourd'hui, on a le malheur que ces molécules sont considérées comme des stupéfiants, et il faut les prescrire tous les 28 jours. Quel est l'intérêt pour un psychiatre de voir son patient tous les 28 jours pour represcrire le traitement? Honnêtement, ce traitement, il est chez les enfants, on comprend, il y a des effets sur la croissance, il faut surveiller. En tout cas, il y avait cette idée-là que ça puisse avoir. Voilà. Il y a une étude Lancet Safety qui montre qu'il n'y a pas Donc, raison de moins encore pour le faire. Mais chez les adultes, il n'y a plus aucune justification. Je veux dire, un traitement comme ça, il devrait pouvoir se prescrire tous les 3 mois. On réduirait le nombre de consultations, on allégerait le fardeau qui pèse sur les soignants, sur les pharmaciens, sur les familles, etc. Voilà comment on peut faire mieux avec moins. Pour préciser, moi, c'est sur les amphétaminiques vraies
sachant que tu sais bien que le méthylphénidate, c'est un... Pseudo. Voilà. Et que autant j'ai milité à la CNAM lors des négos conventionnels pour mettre le tramadol sur les prescriptions sécurisées, parce que je pense qu'il y a une grosse problématique. Ouais, il y avait une problématique autour du tramadol et que là, je pense qu'il vaut mieux réévaluer régulièrement la prescription. Effectivement, je pense que sur le méthylphénidate, il faudra absolument qu'on arrive à une prescription ouverte. Là, je rejoins tout à fait. Ah oui, ça c'est sûr, c'est une évidence. Dernier point, parce que je ne veux pas dépasser mon temps. Sur la question du futur, on a aujourd'hui des investissements majeurs dans la recherche qu'il faut amplifier, poursuivre. Il y a un RHU, des instituts hospitalo-universitaires comme Robert Debré sur le cerveau de l'enfant, sur la question de la pédopsychiatrie, c'est déterminant. Et le PEPR ProPsy, c'est quoi? C'est de la médecine de précision. C'est comment on trouve des marqueurs valides en psychiatrie, on fait des sous-groupes pour mieux traiter les patients. Essentiel. Investissons dans la recherche, c'est permettre d'améliorer les soins de demain et, j'espère, de faire mieux, peut-être à moyen constant, peut-être avec des réductions. Une chose que j'aimerais beaucoup voir, c'est parce que tout à l'heure, il y a la table ronde sur le numérique. Je suis emballé par le numérique. D'ailleurs, vous voyez, avec Emmanuel, on n'a même plus de notes. On est tous sur nos téléphones pour noter ce qu'on a écrit. Donc, c'est essentiel. Il y a des prises de notes par les IA. Ça, c'est pour marquer que nous avons une rupture générationnelle. Tu es vraiment un salaud. Tu es vraiment un salaud. Merci d'avoir fait remarquer. Mais il y a même une IA qui prend des notes maintenant. Il n'y a même plus besoin de prendre des notes. Il y a Red IA en meeting en ligne, je vois ça. C'est très très bien. Il y a des avancées majeures qui vont arriver par l'IA. Attention à une chose, la gadgetisation. On a aujourd'hui des applications qui sont des gadgets qui ne servent à rien et qui ne vont rien changer. Et c'est pas celle-là qu'il faut. Alors peut-être qu'il faut des labels, peut-être qu'il faut valider les choses et qu'il faut dire celle-là a vraiment un intérêt, il faut s'y mettre. Voilà, mais je ne dis pas plus de choses sur le numérique parce que c'est très intéressant de suivre la table ronde après. Ok, on va sur le numérique néanmoins. Aujourd'hui, il y a quand même énormément d'applications qui font ce qu'on appelle de la prise de données passives. De données de santé passive. Et quand on connaît aujourd'hui la stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiques ou de maladies psychiatriques, là aussi, il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas d'espèce d'under-repérage non, qui ne soit pas clair exactement, et que là, il faut faire attention au digital, effectivement, là-dessus. Dis-moi, Dominique, tu veux dire un mot là, parce que tu es le... Mais rapide, parce que tu vois, on est déjà... Vas-y. J'espère que vous m'entendez. J'interviens directement. Hein. Je fais pas de prémices ou de préalable. Moi, je trouvais le débat très intéressant et il renvoie quand même beaucoup à ce qu'a été mon parcours professionnel. Donc, je me sens très concerné. J'ai dirigé un établissement public de santé mentale dans les années 80. Qui est, Rachel doit le retrouver rapidement, qui était un de ceux de la première fournée de la 38. À l'époque, avec une équipe de psychiatres de haut vol, un couple qui était celui d'Horatius, qui faisait à peu près tout dans la santé mentale institutionnelle de l'époque, et on avait le sentiment d'avoir le vent en poupe. Et on poussait énormément tout ce qui était les activités de secteur et en même temps le réalignement de l'hôpital en lien avec l'offre de soins, avec la création d'urgences psychiatriques à l'hôpital général, etc., etc. J'ai aujourd'hui la casquette de médiateur. J'y retourne puisqu'il y a pas mal de sujets de santé mentale dans les problèmes de médiation des relations professionnelles. Et mon premier rapport d'étonnement, c'est que le système a assez peu changé. Je retrouve les murs, les mêmes clivages. Je pense à un établissement qui est au pied d'un CHU, d'un gros CHU. On a eu plusieurs dossiers dans cet établissement et ces dossiers renvoient toujours à l'incapacité de cet établissement, qui n'est pas rien, et du CHU qui est au-dessus de lui, d'arriver à communiquer, d'arriver à s'intégrer de façon fluide et de s'articuler avec l'ensemble des spécialités médicales. Donc mon premier constat, c'est quand même ma génération a loupé, ma génération de directeurs d'hôpitaux, mais la génération des psychiatres aussi, qui étaient ceux avec lesquels on a fait des parcours qui étaient assez alignés, parce qu'en santé mentale, il y avait une grosse collaboration entre les gestionnaires et les cliniciens, y compris au niveau du ministère.
bon, on n'a pas réussi à changer l'appareil de soins autant qu'on l'aurait souhaité. Et je pense que ça, il faut le reconnaître, et que peut-être que le pari qui était de dire que les vieux établissements arriveraient à s'auto-réformer, en partie était peut-être pas tout à fait pertinent. Il fallait peut-être casser les murs, comme le disaient les tenants de la radicalité de l'époque. Et en tout état de cause, aujourd'hui, moi, je dirais, et j'arrêterai là, puisque c'est faire mieux avec moins, ça sera pas faire avec moins, mais faire avec autant. C'est qu'il faut investir massivement dans ce qui est la pépite de la santé mentale institutionnelle publique, qui est le secteur. Le secteur permet en santé mentale de faire ce qu'on ne peut pas faire dans les autres spécialités médicales, c'est-à-dire d'avoir une prise en charge intégrée, fluidifiée, qui est de service public intégral. Et là aussi, je dirais, en tant que j'ai pas une évaluation systématique, mais de ce que je vois et de certain nombre de choses qui m'ont été rapportées, le secteur il est en crise. Il est en crise. Il a baissé pavillon parfois, et alors que ça coûte pas très très cher. La création d'un CMP, l'articulation avec les psychologues, y compris peut-être en les faisant venir dans des pratiques mixtes, publiques et libérales. Enfin, tout ça, c'est à portée de la main. Voilà. Dernière petite observation de médiateur. On a encore quelques conflits de pratiques. Beaucoup moins à l'intérieur de la communauté médicale, puisque maintenant elle est quand même formée sur les nouveaux DES, les maquettes DES qui ont vraiment unifié la pratique médicale, mais il y a quand même des conflits entre les équipes médicales et les paramédicaux, surtout les psychologues, qui ne sont pas des paramédicaux, mais les psychologues et toute la chaîne des techniciens qui interviennent, et dont les formations restent très, très, très marquées par tout ce qui a été la psychothérapie et l'école française de psychothérapie, de psychiatrie, psychodynamique, qui parfois pose problème en relation avec des équipes médicales qui elles-mêmes sont fragilisées par le fait qu'il y a beaucoup de non-spécialistes. Ça, c'est une découverte quand on revient dans ce monde-là. Dans les années 80-90, il n'y avait pas de généralistes qui exerçaient à la place de PH en psychiatrie aujourd'hui. Et c'est un secret, je pense, assez bien gardé au Centre national de gestion. Le nombre, peut-être que Rachel le sait, hein, le nombre de postes de PH en psychiatrie occupés par des contractuels, voire par des PH de médecine qui ont été affectés sur ces postes, est un vrai sujet. Ils ont un parcours d'apprentissage, ils deviennent compétents. Il faudrait peut-être aussi se charger de valider ces compétences pour l'attractivité qui est celle du secteur, et en même temps de les contrôler, ces compétences. Voilà. Merci Dominique. Attends, peut-être simplement, Emmanuel, alors vraiment une seconde et après Rachel, parce que sinon on va encore... Une réponse courte sur le secteur. Aujourd'hui, quand même, quand vous regardez l'occupation des lits en psychiatrie, on va dire au doigt mouillé, mais un doigt bien quand même, c'est-à-dire que 30% des lits sont occupés par des personnes qui n'ont plus de pathologie, on va dire, décompensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vraie honte, moi, je trouve, de la France, c'est de garder en milieu hospitalier, pendant des dizaines, voire des vingtaines d'années, des personnes qui pourraient vivre en dehors de l'hôpital. Et je pense que le problème du secteur, c'est qu'il a pris la main sur le médico-social et qu'il faut redonner en France la main au médico-social, aux associations d'usagers, pour permettre un retour, comme on dit, à la cité. Et comment ? On aimerait bien, mais le médico-social est complètement... Parce qu'en fait, comme tu as le secteur et le sanitaire qui prend tous les moyens du médico-social, on en arrive aujourd'hui parce que ça, t'envoies les gens en Belgique. Le secteur ne fait pas de casting aussi. C'est-à-dire qu'en effet, on a des gens qui se retrouvent dans cette voie de garage du secteur. Vraiment, c'est pas... Oui, non, mais moi j'ai bossé... Sur le médico-social, on aimerait beaucoup que les patients puissent bénéficier de places dans le médico-social.
il faut qu'ils soient acceptés. Oui, mais les patients sont toujours trop durs, pas assez stabilisés, pas assez isocèles, pas assez équilatérales. Enfin, nous, on va plus. On aimerait beaucoup que les inadéquations puissent aller sur des... Alors déjà, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a une problématique aussi du développement des CESAD en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment des politiques, même dans le médico-social, qui sont des politiques d'exclusion. C'est-à-dire qu'on crée des masses ou des femmes, on crée des établissements en dehors de la cité, ce qui pour les proches est quand même catastrophique. Il faut savoir qu'en France, on envoie aussi ça, je pense qu'aujourd'hui, j'espère que tout le monde le sait, on envoie des personnes avec troubles psychiques graves en Belgique. Et ça, mais heureusement qu'il y a encore le secteur en attendant que le médico-social se mette. Moi, je suis jamais pour la position du moins pire. Je veux dire, si quelqu'un de ma famille a été pendant 30 ans, parce que on parlait aussi on dit oui, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de lien entre les moyens humains et le fait de la contention et les privations de liberté. Pour avoir vécu, parce que quand on est médecin, on vit dans les services, mais pour avoir été quand même longtemps dans les services, je suis désolé, il y a une vraie problématique de privation de liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des chambres sécurisées qui sont en dehors de tout cadre réglementaire, où des personnes sont enfermées sans prévention du risque. Sur la position éthique, je suis complètement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai travaillé aussi en femmes. Quand tu travailles en femme, quand tu es psychiatre référent, j'ai travaillé sur le secteur du 78. Quand tu es psychiatre référent en femme, le secteur, pas tous, mais moi ce que j'ai vu, c'est que le secteur se décharge sur le psychiatre du femme. C'est-à-dire que quand tu as une situation de décompensation d'un des résidents, puisqu'on parle de résidents en femmes, qui nécessiterait une hospitalisation, le secteur te dit non, vous avez un psychiatre, c'est à vous de gérer. Et moi je suis pas le psychiatre traitant. Quand on est en femme, on n'est pas le psychiatre traitant des personnes, des résidents qui vivent. Oui, mais je suis d'accord, la contractualisation entre les secteurs, les médico-sociaux, ça ne fonctionne pas très bien. C'est parce qu'à partir du moment, tu sais, à un moment, ils voulaient créer aussi des lits de post-urgence. Ils en ont fait à Versailles, ils ont fait du 72. Moi, j'en discute avec un collègue à Villévrard qui s'appelle Faisal Mouafak qui veut créer du post-urgence. Moi, je lui dis, oh là là, surtout ne faites pas ça, parce que la nature a horreur du vide. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Saint-Étienne. De toute façon, les créations de lits, de toutes les façons, c'est pas une bonne idée. Exactement. Moi, je pense que vraiment, aujourd'hui, il faut aller... Et c'est là où parfois, il y a quand même, on va dire, une feuille de papier de cigarette entre l'antipsychiatrie et le retour et sortir de l'hôpital. Il faut sortir de l'hôpital, mais il faut absolument préserver l'accès aux soins médicaux pour les patients. C'est-à-dire que sortir de l'hôpital, ça ne veut pas dire oui, faire passer des gens pour s'assurer que tout va bien et qu'ils mangent correctement. C'est sortir de l'hôpital, mais à continuer à avoir un suivi par le spécialiste et par le médecin traitant régulièrement. C'est ça aujourd'hui la problématique. Mais il y a une vraie problématique, moi je pense, du médico-social, et le secteur c'est trop comparé. En tout cas, le secteur reste sur la responsabilité populationnelle, et ça c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup et qui nous est beaucoup envié, et c'est très important. Voilà, exactement, c'est très important. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le secteur, il y a eu des problèmes. Bon, est-ce qu'on pourrait revenir sur un problème plus global, plus général, et peut-être plus politique? C'est-à-dire, moi, j'ai vu le ministre là, il y a 15 jours, on était avec lui il y a 8 jours, je lui ai cité cette très belle phrase d'un psychiatre connu, Bonafé, c'est « on traite, disons, on juge du niveau d'une civilisation à la façon dont elle traite les malades mentaux ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que vous dites dans les exemples divers, c'est le manque de politique publique qui a aujourd'hui, qui peut conditionner, qui peut donner un cadre. Et je vous donne cette autre phrase de Richelieu que j'aime beaucoup, c'est la psychiatrie est une discipline très politique, et la psychiatrie et la politique ont ça en partage, c'est qu'ils doivent rendre possible ce qui est nécessaire. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est un peu, on va dire, heureusement qu'on est dans une année de grande cause santé mentale, et j'aimerais d'emblée faire la différence entre psychiatrie et santé mentale. Psychiatrie, c'est la discipline, alors je ne sais pas trop, j'imagine ce que vous avez dit, mais je connais un peu, ouais. C'est les disciplines, ça traite des maladies mentales. Par contre, la santé mentale, qui est un enjeu de santé publique, elle a à voir avec le socle de bien-être qu'on a tout un chacun, et elle est aussi le reflet d'un fonctionnement collectif. Et on a vu, au moment notamment de la pandémie, mais ce n'était pas seulement le Covid, c'était aussi le confinement qui a fait cet accélérateur de fragilité, accélérateur de décompensation psychiatrique, puisque les gens, ou le Covid qui a entraîné des problèmes psychiatriques, on ne va pas rentrer là-dedans, ou le confinement, notamment au niveau des plus jeunes, puisque ça leur a coupé les liens sociaux, a entraîné des fragilités, a provoqué ces vulnérabilités. On s'est rendu compte que tout le monde pouvait être vulnérable, et a entraîné après des pathologies mentales avérées. Donc on a deux choses. On a la santé mentale et adossée
la psychiatrie. J'aimerais revenir sur... Alors, vous avez dit... Moi, je vais dire quelques recommandations, même si ce que vous avez dit, où je viendrai, parce que, par exemple, Boris, quand tu dis, c'est vrai qu'il y a des difficultés de démographie, oui, ou Emmanuel, des inégalités majeures, comme Dominique Meigne, mais ça, c'est le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des inégalités de 1, on va dire, à 20. J'ose pas vous dire le nombre de psychiatres qu'il y a dans le service, parce que ça va m'apporter le mauvais œil, mais nous, on est 18, hein, je veux dire, à Nantes, parce qu'on a créé des tas d'innovations, et je pense profondément que l'innovation organisationnelle, l'innovation, que l'attractivité de la discipline, elle est bien en lien avec l'offre de soins qui peut, effectivement, on a les externes, les étudiants en médecine et tous les étudiants infirmiers, psychologues, tout le monde se précipite, évidemment, et ça entraîne un cercle vertueux. Et c'est pareil. Et la question n'est pas le secteur, c'est pas pour ou contre le secteur, c'est un débat qui a une vie un peu dépassée. C'est quel cadre de soins on fait, où tu dis comment on fait plus avec moins, c'est-à-dire aussi comment on pense la psychiatrie de demain. C'est-à-dire, on pense aussi bien à N quand on voit des situations dramatiques, mais on pense à l'avenir. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas nier la réalité, le constat d'une crise grave, majeure, durable, mais au niveau de la psychiatrie, je ne suis pas seulement optimiste, mais parce que je sais que l'optimisme, c'est la clé c'est la foi qui nous permet d'aller vers un avenir possible. Je crois en l'évolution de l'avenir de la psychiatrie parce que les chiffres nous montrent qu'on n'a pas le choix et qu'on est obligé d'avancer et qu'on a les moyens d'avancer, qu'on a des évolutions. J'ai vu ce que vous avez pu dire, mais il y a des évolutions qui rendent possible la mutation et la renaissance de la psychiatrie. Cette psychiatrie, qui date quand même, disons, qui a connu des moments forts au niveau de son histoire, elle est née aussi de l'hybridation des différents courants. Emmanuel, tu parlais, ou que ce soit les psychothérapies, les psychanalyses, mais aussi bien les neurosciences, les différentes approches organisationnelles. Tout va dans le sens d'une hybridation, d'une évolution et d'une mutation. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas à la télé ou d'un fait divers ou d'un truc, machin. On en parle trop, peut-être, je dirais, trop et trop mal. Parce qu'il s'agit d'enjeux majeurs qui ont lieu non seulement, c'est des enjeux de société, mais c'est des enjeux d'humanité. Si on voit au niveau des jeunes, je dis quand même 2 ou 3 chiffres que vous connaissez tous ici, mais c'est la plupart des pathologies, tu disais, Boris, c'est des pathologies chroniques, parce qu'effectivement ça traîne, mais ces pathologies débutent entre 15 et 25 ans. Il faut le prendre au début, c'est prévention, repérage précoce. Or, il n'y a qu'un quart des jeunes qui ont accès pour aussi bien des raisons de stigmatisation que des raisons aussi de difficulté d'accès aux soins, de culpabilité et tout. Et souvent, on a l'idée que parce qu'on est jeune, on est fort. Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout. Il faut en avoir ces Nizan qui disait celui qui dit qu'avoir un temps, c'est le meilleur âge de la vie, je lui fous mon poing dans la gueule. Mais c'est la période le plus difficile et on l'a vu au moment du Covid. Donc, au niveau des recommandations, donc 5, 6, 1, la question du secteur, oui. Une expérience qui nous est enviée dans le monde entier. Mais c'est toujours pareil. Il y a combien d'années ? Il y a 65 ans. Donc, il faut le faire évoluer, il faut l'ouvrir, il faut un secteur ouvert, et effectivement, avec un rééquilibrage hospitalier ambulatoire, un rééquilibrage médico-social, social et hospitalier, et développé, notamment dans les innovations organisationnelles, j'aurai l'occasion d'en venir, c'est les équipes mobiles, l'aller vers l'hospitalisation à domicile. On en a parlé avec Sophie, il n'y a pas d'hospitalisation à domicile, c'est-à-dire totalement réglementée. Là, j'arrive d'un autre débat, c'était mobilité et santé mentale, on en parlera une autre fois dans un autre débat. La question de la mobilité, elle est majeure. Elle est majeure pour les patients qui ont du mal à venir, mais elle est majeure aussi pour les soignants. C'est-à-dire, dans le aller vers, on va vers le patient pour qu'il revienne. Je vous rappelle, c'est un psychiatre des années 30-40 qui disait qu'il ne faut pas attendre le malade dans la salle d'attente. Ce n'est pas Bailly Salin qui avait dit ça. Donc, le secteur évolué, enrichi, en faisant des alternatives à l'hospitalisation dans des soins de proximité. 2, donc on sort la psychiatrie des murs, et on rentre dans sa dimension territoriale que Boris Chaumet a dit, et donc avec les 3 niveaux. C'est évident. Des soins de proximité, des soins de secteur, et puis des soins de recours dans des équipes spécialisées au niveau d'un territoire. Et effectivement, il faut permettre des premiers recours. Donc les premiers recours, il faut
des interlocuteurs, avec des collaborations interprofessionnelles, avec des partenariats inédits. Nous, on fait avec la culture, avec le sport. Vous savez, ça existe dans certains pays francophones, Belgique, Suède, Suisse ou Canada, les prescriptions muséales, les prescriptions du sport. Je ne vais pas vous faire un live, on peut en parler une demi-heure. Ça entraîne non seulement des éléments biochimiques, libération d'hormones, dopamine, endorphines et compagnie machin, mais c'est aussi des liens de socialisation et ça entraîne une profonde estime de soi. Donc c'est important aussi dans la prévention et le repérage précoce de pouvoir, on va dire, faire ruisseler des éléments de santé mentale sur différents partenariats dans d'autres champs qui nous permettent aussi de pouvoir développer ces premiers recours et ces pluriprofessionnels. Donc, il s'agit de faire, je crois que vous l'avez dit, c'est une psychiatrie inclusive, une psychiatrie citoyenne, une psychiatrie dans la cité. Et c'est là où les soins arrivent en première ou en seconde intention. Et donc, il y a eu pas mal de projets dans le cadre des articles 51, mais qu'il faudrait pérenniser. Là aussi, les outils numériques sont très importants. Alors, on ne va pas les détailler. Ce que je peux dire seulement, c'est pour revenir sur ce que vous avez dit, c'est qu'au niveau du groupe, il y a un groupe, l'interface cerveau-machine, au niveau du CCNE, du Comité national d'éthique, où on travaille justement sur les limites éthiques, sur l'utilisation, sur le truc de gadget, ce que vous avez dit, et qui fait que effectivement, ça pourrait nous aider beaucoup dans l'évolution de la psychiatrie de demain. On sait que le retard d'accès aux soins, il est lié non seulement à la stigmatisation, mais au fait qu'il n'y a pas assez de professionnels. Et je pense que les médecins généralistes sont pivots et peuvent nous aider dans le repérage de la maladie. Autre élément qui est majeur, les patients. Je ne sais pas s'il y a des associations de patients dans la salle. C'est vrai que la démocratie sanitaire, c'est un levier majeur d'évolution du système de santé mental avec le principe de rétablissement. C'est-à-dire que le patient devient acteur et aussi travaille, disons, pour œuvrer sur sa bonne santé. Et donc, on pourrait travailler en même temps sur l'inclusion des soins, les équipes mobiles, les soins intensifs, dans des dispositifs. Oui. C'est vite. Bon, il faut que... 3 points. Non, mais je le dis. Sur les moyens de la psychiatrie qui ont été évoqués, je pense qu'on ne peut pas ne pas dire qu'il y a eu quand même un grand loupé. Dans les années, c'est entre 2013 et 2022, il y a eu 50 000 lits fermés. Il y a eu des lits fermés secs, sans développer les alternatives à l'hospitalisation. On a perdu les lits, on a perdu le personnel. Et donc, on a perdu des moyens qui entraînent un épuisement professionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, sur quoi j'insiste dans le contexte, c'est la dimension politique de l'évolution de la psychiatrie. Il faut créer un institut. Alors justement, j'en profite que Sophie est là. Disons, à l'instar du cancer, un institut de la psychiatrie à la santé mentale avec une organisation des soins. 2, un plan pluriannuel qui associe moyens et structures de soins pour justement faire l'articulation entre le secteur, l'intersecteur, le plurisecteur, les équipes mobiles ou faire des fédérations. Et donc, la 3e niveau, c'est comment on travaille. Et donc, ça va être probablement dit en interministériel à la fin du mois de juin, c'est comment effectivement dans les différents secteurs que sont l'éducation, la culture, le sport, les transports, l'école, on peut aussi faire ruisseler la santé mentale pour permettre de repérer les signaux faibles, de repérer les profils à haut risque, de permettre aussi une véritable collaboration entre les différents secteurs, parce que dans les différents secteurs de la vie, c'est comme ça qu'on construit un bon état de santé mentale qui permet d'éviter une dégradation. Je pense, pour finir, que le rôle des villes est essentiel pour jouer sur la déstigmatisation, pour changer le regard, pour travailler sur la prévention et le repérage précoce et pour permettre justement ces collaborations inédites. Les villes, je dirais, il faut toute une ville pour être en bon état de santé mentale et ces villes peuvent permettre aussi, dans l'articulation santé mentale, psychiatrie, de pouvoir, au niveau de l'interface, faire en sorte que cette année grande cause en 2025 puisse servir et puisse être utile à la psychiatrie et lui redonner un avenir lumineux sur des rails éthiques qui sont indispensables parce qu'effectivement, il y a des dérives un petit peu inacceptables liées à ces manques de commandement. Je trouve que l'intervention, comme les 3 précédentes de Rachel, est excellente.
Et elle rappelle avec l'expérience qu'elle a, et je pense qu'elle répond parfaitement quand même à la remarque de Dominique, c'est-à-dire que elle rappelle effectivement que la réalité des progrès se font quand ils sont pensés de manière politique et globale, et que cet exemple... cela étant, je passe la parole à Sophie, et je vais vous dire simplement un truc, c'est que quand même, il me semble, ça c'est mon expérience personnelle, autour de moi, nous avons tous des amis qui ont, alors à mon âge, c'est des enfants ou des petits-enfants maintenant, qui ont des problèmes de développement, et notamment des problèmes psychiatriques, enfin, de santé mentale. Et je n'ai jamais trouvé, et je parlais pas nécessairement de Victoire, bon, Emmanuel, il est terrible, parce que, mais franchement, je n'ai jamais trouvé autant d'angoisse. C'est pour ça que je passe la parole à Sophie, ou à Emmanuel Barranger, ou à d'autres. Mais quand quelqu'un a un cancer, par exemple, on se dit toujours, on va trouver une solution. Mais la famille qui a un problème de ce type, c'est quand même vraiment une angoisse, mais non. Et après, Sophie. Juste un mot. La beauté de la psychiatrie, c'est qu'on baisse jamais les bras. Moi, j'ai fait des stages en neurologie, on disait à ce patient-là, soins palliatifs, c'est plus pour nous, c'est fini, on ferme la porte, le neurologue se désintéresse de la situation. Vous trouverez jamais un psychiatre qui fait ça en disant, ce patient-là, on est arrivé au bout des soins. Il y a toujours quelque chose qu'on fera, un accompagnement, etc. Même si c'est pas du tout optimal, on est d'accord, et qu'il faudrait faire beaucoup plus pour les familles accompagnées. Pascal, mais c'est une beauté de la psychiatrie. Oui, Pascal, pour répondre à ta question, très claire, moi dans mon service, j'ai plusieurs unités d'adolescents, 3 ou 4, on a fait des équipes mobiles d'adolescents, on va créer un UHCD là, c'est indispensable. La question systémique, la question de la famille est au même niveau que celui de l'enfant. L'adolescent ne peut pas évoluer si la famille n'est pas prise en charge. Donc là, il y a une autre unité qui va être créée dans 3 mois. Il y a une évaluation, c'est une UHCD pour adolescents en situation de crise. Il devrait y en avoir plusieurs en France, mais c'est toujours pareil. On est dans l'innovation, donc dans les inégalités, les articles 51 ou les machins, alors qu'il faut penser les choses à plus long terme. Et ce que je dis, c'est il y a l'évaluation, l'orientation, l'apaisement de la crise, et bien entendu, la prise en charge des parents. C'est simultané. C'est pas séparé. Emmanuel, et je te passe la parole à Sophie. Je te fais simplement la jonction, Sophie. Je dis, l'UC2M s'intéresse pas qu'à ces sujets-là, vous le savez, puisque vous êtes, pour la plupart, vous nous êtes fidèles. Et chaque fois, on fait appel à Sophie Beaupère et on lui dit « Viens nous expliquer ce qu'est un plan cancer, viens nous expliquer ce qu'est un Institut national du cancer, parce qu'on veut faire pareil dans d'autres disciplines. » Enfin, c'est ce que tu vas être interrogé par en néphrologie sur le même sujet. Chaque fois, tout le monde vous regarde avec un intérêt en se disant « Il faut qu'on fasse comme les gens du cancer. » Je vais poser ma question. Merci. J'ai essayé de faire poser une question qui soit courte. Alors, je m'occupe des centres de lutte contre le cancer, la fédération des 18 centres de lutte contre le cancer. Et donc, effectivement, oui, et je suis directeur d'hôpital de formation. Et donc, je travaille beaucoup avec les médecins. Et donc, ma question, il y a bien sûr, dans ce que vous avez dit, il y a plusieurs parallèles, enfin, avec ce qu'on connaît dans la prise en charge des cancers. Et par exemple, vous avez parlé de la déprescription, sur lequel vous avez souligné que c'était pas une tendance qui était quelque chose de positif. Par contre, ça me renvoie à quelque chose auquel on s'intéresse beaucoup en cancéro, qui est la désescalade thérapeutique, avec des études qui permettent d'adapter les traitements et de diminuer la prescription des traitements quand ce n'est plus forcément pertinent. Et c'est quand même un sujet majeur de santé publique, parce que c'est diminuer des effets secondaires pour les patients, diminuer des prescriptions inutiles. Et je voulais savoir s'il y avait des études de ce type. L'autre, tu as évoqué l'HAD, Rachel, on en parle souvent. Évidemment, c'est une tendance forte en cancéro, et j'imagine que cela va pouvoir se développer, qu'il va falloir lever quelques freins pour pouvoir le développer aussi en psychiatrie. Mais j'avais une autre question qui portait sur la recherche, et notamment la recherche en prévention. La recherche, déjà, la place de la recherche en France, de la France en recherche, parce que j'avais lu il y a longtemps un ouvrage à Ducraps qui faisait la synthèse sur les questions psychiatriques, qui montrait quand même que la place de la recherche au niveau européen, international de la France pouvait encore s'améliorer. Et voilà, et j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'il fallait absolument... Oui, je fais attention à ce que... modération de mon langage. Qu'est-ce qu'il faudrait absolument
pouvoir faire pour que la recherche puisse se développer? C'est une question que je voulais vous poser. Et enfin, la recherche en prévention, parce que là, je ferai le parallèle. Là encore, vous avez dit justement que finalement, ma question n'est pas si courte, que les actions de prévention, il fallait pouvoir les évaluer pour démontrer leur pertinence. On a évidemment la même problématique en cancéro. Par exemple, on s'intéresse à la prévention envers les personnes à haut risque de cancer. Encore faut-il démontrer qu'en ciblant ces personnes, on va pouvoir avoir des résultats qui vont vraiment être significatifs et qui vont pouvoir améliorer foncièrement les choses. Et donc, c'est vrai que le PREPS prévention, là, parce qu'il y a une nouvelle agence, l'agence de la programmation de la recherche en santé. C'est une nouvelle agence, mais qui a le mérite effectivement de pouvoir porter des choses justement jusque-là qui n'étaient pas portées, avec un PREPS prévention à 50 millions d'euros qui est transversal, dans lequel d'ailleurs il y a la cancéro, des problématiques transversales, également des problématiques de santé mentale. Et je voulais savoir est-ce que vous pensez que ça permet d'être différencié? Et en 30 secondes. Mais alors j'essaie de faire très court, c'est vrai que je prends le micro pour éviter que Emmanuel parle. Je l'ai aussi, ouais. En 3 minutes, alors ça fait 1 minute par question quasiment, mais sur la question de la déprescription, il faut parler, je pense, de juste prescription. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas assez pris en charge, il n'y a pas assez de traitement pour certains, et il ne faut pas dire on augmente, c'est catastrophique, etc. Non, il y a des patients qui ont besoin de traitement et qui ne les ont pas, et donc il y a besoin qu'on leur prescrive quelque chose. Donc on n'est pas dans de la déprescription systématique. Il faut faire attention à ce que la déprescription ne rejoigne pas l'antipsychiatrie. Il y a un discours aujourd'hui, comme vous avez en cancérologie, où on vous dit arrêtez les chimios, ça sert à rien, mangez sainement, prenez un petit peu d'hormones, prenez un petit peu de vitamines. Est-ce qu'il y a des études sur la désescalade? Il y en a, mais il n'y en a pas assez, et on ne sait pas bien comment on arrête les traitements sans que ça favorise des rechutes, des effets secondaires, etc. Donc ça, il y a besoin d'études là-dessus. Juste pour les études, parce qu'effectivement on entend beaucoup les gens parler des prescriptions sans avoir vraiment lu. Alors en ce moment c'est tellement la mode qu'il y a un bouquin qui est le bouquin pharmacologique de référence qui s'appelle le Maudsley, qui a sorti tout un volume sur déprescribing pour dire ok il faut déprescrire. Mais ce qu'on sait aussi c'est que les études sur neuropsychologie, quand vous faites un épisode de décompensation aiguë d'un trouble psychiatrique, vous avez un déclin cognitif que vous ne réatteindrez jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez des études de Kaplan-Meier sur le niveau cognitif des patients qui font des décompensations aiguës de leur pathologie psychiatrique, chaque fois qu'elles arrêtent leur traitement, et qu'on remet en place un traitement pour traiter la crise, en fait, vous perdez, entre guillemets, pour faire un peu simple, en neurones. Donc ça, c'est cata. Maintenant, juste par rapport à l'oncologie et sur le cancer, moi, je trouve qu'il y a vraiment, effectivement, un gros parallèle entre la psychiatrie et l'oncologie. Moi, quand j'ai commencé, je suis jeune, mais c'est plus jeune que ça, l'oncologie, on traitait tout de manière indifférenciée. On allait avec des chimios au lance-flammes, etc. Et il y a eu une révolution en oncologie qui a été de sortir d'une logique d'organes sur une logique, je ne vais pas systémique, pas dans le sens psychiatrique du terme, mais homéostasique, en disant, maintenant, on va s'intéresser à la cellule. Et on va regarder ce qui se passe au niveau de la cellule et on va cibler la cellule. Et j'ai envie de dire, pratiquement aujourd'hui, on s'en fiche de savoir quel est l'organe qui est atteint. On va vraiment faire des thérapies ciblées sur les lignées cellulaires et sur les mécanismes de prolifération. Je pense qu'en psychiatrie, c'est vraiment ce vers quoi on doit arriver. C'est exactement. Alors, encore une fois, c'est là-dessus que travaille Boris, et pour ça, je suis très contente de faire une table ronde avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à sous-clusteriser les pathologies psychiatriques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à. Aujourd'hui, la schizophrénie, ça ne veut rien dire. Dans les présentations cliniques des patients atteints de schizophrénie, il y a probablement des mécanismes différents qu'on n'arrive pas à cibler. Et ensuite, il y a juste une limite à l'oncologie, parce qu'effectivement, souvent, il y a le réflexe pavlovien, où on dit tiens, pour que notre trouble il soit vu correctement, il faut qu'on fasse comme les oncologues, et on va avoir plein de pognon, parce que l'industrie a mis aussi beaucoup d'argent dans l'oncologie. Et là, à mon avis, on sait qu'en santé mentale, ça sera probablement moins vrai, et on a vu qu'aujourd'hui, en neurosanté mentale, c'est un peu compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vu aussi en oncologie, et le professeur Dio est là, et moi je l'ai vécu quand on a fait la réforme du 3e cycle des études de médecine, c'est qu'il y a un combat entre les spécialistes d'organes et les oncologues. Et ça, vous le savez. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant très longtemps de savoir qui fait la primo-prescription. Je suis d'accord, mais vous ne répondez pas à ma question sur la recherche. Non, sur la recherche, effectivement, on s'inspire du cancer, dans le sens où il faut grader les interventions thérapeutiques et traiter... Je vous ai dit c'était toxique. C'est toxique. C'est toxique. La recherche, je vous réponds après. Sincèrement, pour la psychiatrie, disons, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Disons, je sais pas, malheureusement, j'ai pas entendu tout ce que les intervenants ont dit. Je crois qu'il faut une ambition politique forte
Il faut essayer de fédérer, rassembler tous les acteurs. Et les acteurs ne sont pas que les psychiatres, on est bien d'accord. Il faut que ça se travaille en interprofessionnel, en pluridisciplinaire et, disons, en interministériel. Je pense que toutes les questions qu'il a dit, que ce soit au niveau des prescriptions, au niveau des psychothérapies, c'est pareil, hein, parce que la question des psychothérapies, on peut voir le secteur, les libéraux, hein, on va pas attaquer tous les dossiers, quoi, ce matin, on va pas attaquer tous les dossiers. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses. Je profite un truc sur la déprescription. Sur la déprescription, il y a un nouveau traitement qu'on a en psychiatrie, quoi, qui est pas un très nouveau, qui s'appelle la RTMS. Il y a énormément d'études qui montrent que la RTMS est efficace dans un grand nombre de faits de la stimulation magnétique transcrânienne. L'HAS a refusé de rembourser la RTMS. Voilà. Et donc je profite que Madame Compagnon soit là pour dire pourquoi la HAS refuse de rembourser la RTMS. Juste une chose. Je crois que la question qui a été posée incidemment et dont beaucoup de monde parle, qui est faut-il un institut c'est pas la question que j'ai posée. Hein, non, mais je pense que c'est une question qu'il faut se poser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté dans laquelle on est, c'est de voir comment on pense politiquement, Rachel l'a dit de manière extrêmement précise, l'évolution à venir de l'offre de soins en matière de santé mentale et en matière de psychiatrie. Où cette discussion, elle va avoir lieu. Moi, je suis pas ni pour ni contre. D'abord, dans la position qui est la mienne à la haute autorité, ce n'est pas mon rôle. Mais il faut trouver un moment où cette question de comment on va construire les choses dans les organisations professionnelles, dans l'organisation de l'offre de soins, dans le recrutement, dans la formation, dans la recherche, dans la mission. Excusez-moi d'insister. J'y allais. Et dans la recherche, elle est déterminante. Aujourd'hui, on voit bien que ces caps-là, nous ne les avons pas. Voilà. Et moi, modestement, j'ai apporté la contribution aujourd'hui de l'autorité, de la haute autorité, de dire il faut renforcer l'outillage, entre guillemets, scientifique de ce métier qu'exercent les psychiatres en leur donnant et en donnant à la population des recommandations de bonne pratique. Voilà, c'est très humble. On passe à la deuxième séquence, s'il vous plaît. Merci.